Aujourd'hui, Jordan considère avoir acquis les bases. Il se tient au courant, mais il emploie son temps autrement. Il se renseigne sur les sujets qui lui plaisent. La société, la politique et les dramas des personnalités du net. L'esprit critique est utile partout, ne jugeons pas. Il a assimilé que le scepticisme n'est pas conçu pour enfermer dans un dogme. C'est une aide pour prendre des décisions logiques et basées sur les faits pour les sujets qui nous importent. Enfin, Jordan s'entraîne régulièrement en pratiquant des exercices cardiovasculaires. Nous avons découvert dans un premier épisode l'émergence du citoyen sceptique prénommé Jordan. Il n'est pas parfait, mais il remet en doute ses certitudes pour les confronter aux faits vérifiables et en particulier à la science lorsque cela est possible pour les sujets qui lui importent. C'est sa pratique de l'esprit critique. Maintenant que nous le connaissons un peu, pourriez-vous deviner ce qu'il répondrait si on lui demandait ? Dans quel domaine rêves-tu que le scepticisme soit parfaitement installé ? Le nom de cette fable n'est pas choisi au hasard, le citoyen sceptique. Jordan s'intéresse à la politique de son pays et aux phénomènes mondiaux influents sur les sociétés. Qu'est-ce qui pousse à croire telle ou telle justification militante ? Qu'est-ce qui pousse à demander telle ou telle règle pour la société ? Chaque citoyen devrait pouvoir recourir à un esprit critique éclairé pour donner sa voix aux solutions et aux représentants qui donneront les meilleurs résultats. Mais si le scepticisme scientifique pouvait faire une percée au point de devenir la norme dans un milieu, Jordan souhaiterait que ce soit dans les plus hautes instances des différents gouvernements dans le monde. Les citoyens, le peuple, sont trop souvent impuissants à faire appliquer par le pouvoir les décisions les plus sages. Car le peuple est divisé ou indécis. Les politiciens sont intéressés. Les programmes sont de qualité variable. Les raisons sont variées. C'est donc s'il est implanté aux plus hautes instances que le scepticisme pourrait générer le maximum de bienfaits. Jordan entrevoit une utopie qu'il a du mal à concevoir. Mais avant de discuter des limites de son souhait, intéressons-nous aux avantages évidents. Pour cela, il prendrait en exemple le cas de la production d'électricité en France et du dérèglement climatique. L'implication humaine dans les changements du climat est indéniable, à travers sa production de gaz à effet de serre. Si l'on souhaite diminuer les effets, alors œuvrer à réduire au minimum les émissions de CO2 est rationnel. L'humanité est en mesure de calculer la quantité de gaz à effet de serre émise par chaque moyen de production pour une quantité d'énergie produite. C'est une moyenne fiable qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie des moyens de production, extraction des matières premières, transformation, transport des composants, construction et installation, et enfin exploitation. Force est de constater que l'énergie issue de la fission nucléaire produit une quantité moindre de CO2 que l'énergie éolienne actuellement. Pourquoi fermer une centrale nucléaire avec la justification que l'on doive développer l'énergie éolienne ? Les questions politiques ont des interactions avec de nombreuses autres questions sociétales. Et pourtant, même lorsque l'équation est claire, les décisions sont fastidieuses et les savoirs scientifiques ont du mal à percer. Il en résulte une perte de temps, précieux dans la lutte climatique, mais pas seulement. Les sujets minés par les rivalités idéologiques ne manquent pas. Finances de l'État, régulation du monde de la finance, structures et montants des aides sociales, loi sur le logement, conditions d'accès et place dans les universités, urbanisme, système de santé, infrastructures routières, gestion de l'eau. Les progrès et les reculs s'enchaînent, toujours pour de bonnes raisons selon les décideurs et de mauvaises raisons d'après les contestataires. Si les débats fondés sur l'opposition partisane pouvaient être remplacés par des études constructives, on éviterait les pertes de chance grâce à une allocation judicieuse et précoce des ressources financées par l'État. Si l'on appliquait un coup de baguette magique pour transformer nos dirigeants, exécutifs, législatifs et judiciaires, alors nous devrions souhaiter que la magie opère à chaque élection et à chaque nomination. Pour atteindre un but pérenne d'un seul coup de baguette magique, il faudrait une refonte du système politique. Bienvenue en technocratie. On nous rétorquera que les sciences et les statistiques forment déjà la base des prises de décision. Les partis politiques s'appuient sur des experts et les programmes listent des mesures en harmonie avec des thèses argumentées.
Pourtant, les conclusions opposent les partis entre eux. Pourquoi cela ? Parce que les solutions défendues sont décidées à l'avance. Les partis défendent des positions, plus ou moins rationnelles, directement issues de valeurs indiscutables et propres à chaque parti. Les thèses d'inspiration scientifique soutenues répondent d'abord à une coloration politique avant de répondre à un critère d'ouverture sur le champ des possibles. La vision du chef de parti est un filtre, alors que l'ouverture est nécessaire pour ne pas manquer de faire émerger les solutions optimales. Comment prémunir tous les citoyens de la misère ? Comment garantir un épanouissement personnel ? Comment rendre chaque mesure durablement positive ? Les partis répondent à ces questions avec une condition. Leurs valeurs doivent faire partie de la solution. Nous pouvons avoir une mauvaise image du concept de technocratie, mais est-on sûr que les décisions technocratiques néfastes qui nous viennent à l'esprit n'ont pas subi un biais idéologique ? N'ont-elles pas dévié de l'objectif du bien-être commun et falsifié quelques données ? A contrario, nous avons bien des exemples de décisions basées sur les faits et la rationalité qui ont tout de même émergé du système partisan et que nous ne remettons pas en cause. Une technocratie telle qu'imaginée dans cette utopie aurait pour conséquence de les généraliser. Il faudrait un système qui soit conçu pour répondre à ces questions, sans détour idéologique. Les décisions ne seraient obtenues qu'à l'issue d'un parcours rationnel, alimenté par les connaissances les plus fiables, et toujours dans l'objectif du bien-être durable de la population dans son ensemble. Pour y arriver, il faudrait s'écarter d'un système qui repose sur des individus, dont les motivations sont insondables, pour fonder les processus décisionnaires sur des méthodes rationnelles et collectives qui ont fait leurs preuves. Maintenant que nous avons esquissé la colonne du système, il est temps de s'intéresser aux risques. Les processus comme la méthode scientifique et les grands projets industriels trouvent la fiabilité dans la gestion des risques. Sans contrôle sur les objectifs et les données d'entrée, nous aurions tôt fait d'observer des dérives, privilégiant un style de vie ou des intérêts privés minoritaires. Il faudrait y adjoindre 2 dispositifs pour que le système reste l'objet de la prospérité du peuple et non l'inverse. Le premier garantirait que les objectifs qui guident la technocratie soient transparents et formulés par le peuple. Le référendum semble être l'outil approprié. Les questions devront se concentrer sur les besoins les plus primaires possibles pour éviter de forcer une solution politique dès le début du processus. En quoi consiste le minimum de vie décent que l'État devra garantir ? Quelles libertés ne devront jamais être transigées ? Entre autres questions qui portent sur l'épanouissement des citoyens. Le second dispositif devra contrôler que le système respecte ses principes de neutralité, de rationalité et la volonté d'atteindre les objectifs concrets fixés par le peuple. Le contrôle devra être issu du peuple et habilité à enquêter pour lutter contre les fraudes. A-t-on déjà parlé de contrôle citoyen ? Une telle organisation de l'État est utopique. Il semble évident que les citoyens les plus impliqués en politique sont attachés à un parti. L'impression de ne plus avoir de pouvoir sur les mesures gouvernementales est un frein à l'adhésion, même si les militants n'ont pas plus de pouvoir dans un système partisan. Aussi, la limite entre les besoins primitifs que la technocratie utopique doit satisfaire et les désirs à caractère politique est fine par endroits. Par exemple, les camps qui s'opposent sur le plan de l'immigration défendront très certainement leur besoin vital de multiculturalisme d'un côté et de préservation du patrimoine culturel de souche de l'autre, perpétuant la lutte partisane dans ce système. Nous ne sommes pas prêts de voir le système parfait prendre vie. L'émergence d'un système politique qui maximise l'épanouissement de ses citoyens pourrait bien relever de la fable. Plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis que le scepticisme, s'il doit être installé quelque part, c'est dans les plus hautes sphères de la politique, quel que soit le pays d'ailleurs. Si vous aviez le pouvoir d'octroyer une rationalité et une sagesse sans faille à un groupe de personnes, choisiriez-vous de l'octroyer aux citoyens désintéressés par les carrières politiques ou aux personnalités de pouvoir ? Venez défendre votre point de vue dans les commentaires.